Alors moi, je suis Agnès Hartmann, je suis médecin spécialisé en diabétologie et professeur à Sorbonne Université. Et dans mes fonctions, essentiellement par rapport au thème de cet échange, j'ai beaucoup participé à la mise en place de l'enseignement de la relation de soins dans la faculté de médecine ici. Et puis, je suis actuellement responsable du bureau d'écoute et d'accompagnement des étudiants. Et moi, je suis Emmanuel Flamand-Rose, je suis médecin neurologue à la Salpêtrière, professeur de neurologie à Sorbonne Université. Pour ce qui est de l'activité de soins, j'ai monté un programme pour accueillir dans des conditions optimisées les adolescents qui ont des maladies neurologiques chroniques et qui rejoignent les services d'adultes. Pour ce qui est de l'enseignement, je m'occupe de deux enseignements. Un enseignement qui est à l'interface des sciences fondamentales et de la neurologie pour les étudiants en deuxième année, et puis un enseignement de sciences humaines et sociales. Moi, je dirais que la formation initiale, c'est celle qu'on suit tant qu'on n'exerce pas son métier. Et la formation continue, une fois qu'on exerce son métier, c'est comment on continue de se former voilà, dans toutes les années où on exerce. Pour moi, comme médecin, ça consiste à aller, par exemple, à des congrès où il y a des échanges sur l'actualisation des connaissances, résultats des recherches, essais thérapeutiques. Après, en tant que médecin enseignant, ça consiste aussi à lire. Et souvent, on n'a pas trop le temps de lire, à vrai dire. Donc, c'est surtout au moment où on nous demande de rédiger quelque chose ou de faire un exposé sur quelque chose. Là, on fait beaucoup de lectures pour actualiser nos connaissances. Donc, ça, c'est très stimulant. Pour enseigner, on est obligé de se tenir au... Il faut qu'on révise. Il faut qu'on révise et qu'on construise nos exposés. Et c'est aussi en enseignant qu'on apprend. Alors, il y a une part de l'enseignement qui revient enfin, qui se traduit par des innovations pédagogiques. Et je peux mentionner le programme The Move. C'est un programme d'enseignement de la neurologie par le jeu de rôle. Et en fait, ça a plusieurs avantages. Donc j'explique d'abord comment ça se passe. Les étudiants euh, simulent les maladies neurologiques, d'abord de façon assez nue, et puis ensuite sous la forme de petites scénettes qu'ils imaginent. Bon, on a pu montrer que ça permet une meilleure mémorisation à long terme, donc un meilleur apprentissage, que ça permet de diminuer aussi les appréhensions qu'ils peuvent avoir par rapport aux patients neurologiques. Et après, il y a d'autres aspects positifs comme la possibilité d'expérimenter partiellement la perspective du patient en se mettant dans la peau du patient, le fait qu'il puisse s'entraîner tant et plus sans ennuyer les patients. Et puis après, il y a un autre aspect, moi, qui m'intéresse, c'est que finalement, on est dans une société qui a tendance à mettre la maladie sous le tapis, et donc une société qui, par certains aspects, reste validiste. Et je trouve ça intéressant, au contraire, de la mettre en avant, d'en faire un objet de jeu, hein, même si bien sûr ça se fait dans le respect du patient, et, et aussi même un aspect, enfin un objet d'amusement, parce que finalement certains patients m'ont indiqué qu'ils étaient très contents qu'on puisse prendre la maladie comme un autre sujet ou un autre objet, et d'une part la montrer, la mettre en avant, et puis la discuter et s'en amuser comme on le ferait avec d'autres choses. Ça a été aussi tout un défi sur le plan du contenu et de la pédagogie, comment enseigner la relation. Dès le départ, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait interviewé et filmé des patients. Et les premiers enseignements, c'était optionnel, il n'y avait que 30 étudiants par promotion, c'était vraiment très, pas grand-chose. Mais on est parti d'emblée d'interviews de patients, et qui n'étaient pas là, mais qu'on projetait en vidéo, et sur lesquels on commentait en fait de quoi se plaignent ces patients, d'être transformés en objets dans les chambres des hôpitaux. Comment il racontait aussi comment des annonces avaient été mal faites. On prévenait d'ailleurs les étudiants de ne pas juger parce qu'on avait demandé aux patients de raconter tout ce qui dysfonctionnait. Parce que les étudiants au départ disaient oui, mais ils racontent que des choses négatives. On disait mais oui, mais c'est exprès. C'est nous qui leur avons demandé de raconter ça. Par ailleurs, il y avait des choses positives. Donc ça, c'était dès le départ la présence des patients, mais en vidéo.
Et puis, je ne sais pas comment nous est venue l'idée d'enseigner avec des vrais patients. Et donc, ça fait un moment que cet enseignement a lieu en binôme. De mon côté, parce qu'il y a 10 ou 12 binômes, la première personne avec laquelle j'ai enseigné, c'était un de mes patients qui était très investi dans l'éducation thérapeutique, construire des maisons avec de l'éducation thérapeutique. Et puis ensuite, il a passé lui-même la main à quelqu'un qu'il connaissait dans ce cadre-là, que moi je ne connaissais pas comme patiente. Et donc, tous les trois, on s'est vus plusieurs fois. Il faut que ça fonctionne aussi humainement. La question qui s'est posée, d'ailleurs qui se pose un peu encore, c'est d'abord, est-ce que les patients doivent être formés pour enseigner? Parce que la pédagogie, ça ne s'invente pas quelque part. Et je me souviens au départ, le patient qui était avec moi, que je connais très bien par ailleurs, il parlait beaucoup. Et puis en fait, il faut aussi laisser de la place aux étudiants, il fallait que ce soit interactif. Donc après, on débriefait année par année, on s'est amélioré. Et ça, c'est vrai que c'est en pratiquant qu'il a compris un peu sa position sur le plan pédagogique. Et puis, il y a un autre débat actuel avec certains enseignants patients, c'est quel est le rôle du patient quand il enseigne. Et je sais qu'actuellement, la patiente avec qui j'enseigne, elle raconte beaucoup de choses de son histoire, des annonces, des choses qui l'ont beaucoup traumatisée, des choses qui se sont bien passées. Alors qu'il y a un enseignant patient qui ne veut pas du tout parler de son expérience patient. Je pense que dans l'enseignement, il faut de l'émotion aussi pour que les étudiants se souviennent, que ça les marque. Et je trouve que ça fonctionne très très bien en binôme avec la patiente actuellement avec laquelle j'enseigne, parce qu'elle raconte beaucoup de choses avec beaucoup d'émotions et ça touche beaucoup les étudiants. Et je pense que ça, il me semble que c'est important. Mais c'est un débat qui n'est pas clos pour moi. Je pense que pour les étudiants, la présence d'un patient comme enseignant, rien que le fait qu'il soit présent ou qu'elle soit présente, c'est extrêmement important parce que ça marque le fait que l'université donne de la place aux patients comme enseignants. Et loin, alors que souvent en stage, ils voient le patient ou la patiente transformée en objet. Et là, la patiente ou le patient sont présents, actifs, vivants et valorisés par le fait d'enseigner. Et ça les touche beaucoup. Et en dehors du contenu, je pense que cette présence actée par la faculté remet le patient à l'avant de la scène comme une personne humaine, à écouter, à entendre, à respecter. Donc le concept, c'est de faire un podcast d'humanité médicale avec pour sujet principal. Les humanités médicales, c'est assez vaste, mais le cœur des thématiques, c'est la relation de soins. Et l'objet lui-même, il est original parce que le concept, c'est que les étudiants en santé, déjà je dis les étudiants en santé parce que c'est pas un podcast qui est réservé aux étudiants en médecine, mais qui est introduit dans plusieurs filières de santé de Sorbonne Université. Et bien, ces étudiants, ils vont écouter un podcast, mais qui est un podcast grand public, délivré sur des plateformes grand public. Et ça, c'est assez attractif en fait. Dans chaque épisode du podcast, il y a des patients. Et c'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard, c'est-à-dire que c'est presque une ligne rouge pour nous. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un patient dans chaque épisode, on refuse d'aborder un sujet dans le podcast sans qu'il y ait une voix de patient. On s'est dit, si on fait un podcast, il faut qu'on s'imprègne de la culture podcast et qu'on respecte la culture podcast. Et la culture podcast, bon, chacun peut la raconter à sa façon. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelque chose qui tient à la qualité de la réalisation. Donc ça, c'est un point important. Il y a quelque chose, Agnès parlait du passage par l'émotion, mais il y a quelque chose qui tient au passage par l'intime et à la diversité des points de vue. Parce que pour ça, c'est un support assez génial, parce que ça permet de mettre beaucoup de points de vue un peu différents dans pas beaucoup de temps. Et ça, c'est compliqué à faire sur la plupart des supports. Donc ça, c'est un autre point qui me semble important. Il y a un autre point, je parlais du podcast grand public qu'on va écouter sur la plateforme, qui est un aspect original. Il y a un autre aspect original, c'est que je me suis dit, il y a un truc qui est attractif, c'est que ce ne soit pas le prof qui fasse le cours. Et pour parler de relations de soins, ça ne doit pas être le prof qui raconte. Donc en fait, le narrateur principal, c'est donc Olympe de G, qui est une personne qui n'est pas du tout du monde du soin. Ça permet de s'assurer que tout le monde va comprendre, parce qu'en fait, quand on écrit, bah,
Si elle ne comprend pas, c'est que ça ne va pas. Alors, on a fait une étude de recherche pédagogique à ce sujet qui sera prochainement publiée pour analyser les commentaires qu'ont fait les étudiants. Et donc, les principaux enseignements de cette étude, c'est que, premièrement, les étudiants ont adoré travailler avec ce support. Ils ont en particulier apprécié le fait d'avoir des témoignages, justement, des témoignages de patients notamment, mais aussi des témoignages de gens qui ne sont pas du monde de la santé, puisqu'on fait intervenir des intervenants qui viennent de la sociologie, par exemple, de la philosophie, pour éclairer les questions. Et puis, l'autre point très intéressant, c'est la puissance du support pour modifier la perspective des étudiants. Et ça, je pense que c'est assez inédit d'avoir démontré ça scientifiquement. L'une des questions qu'on posait, c'était est-ce que l'écoute pour chaque épisode, on demandait est-ce que l'écoute de l'épisode a changé votre perspective sur le sujet et est-ce que vous pensez que ça va changer votre pratique future? Et c'est comme ça qu'on a pu savoir que c'était efficace. J'ai pris l'habitude de faire de plus en plus souvent pour mes présentations, d'introduire des vidéos de patients, et non pas pour leurs symptômes, mais pour qu'ils racontent des choses de leur expérience. Et donc maintenant, je ne peux plus imaginer de faire un cours sur le traitement d'une maladie sans mettre l'une de ces vidéos. Donc déjà, c'est un changement parce que je n'aurais pas fait ça il y a 10 ans. Et quand j'ai commencé à le faire, j'étais assez stupéfait du résultat et de la puissance des vidéos. Et aussi finalement, j'ai pas reçu ce que j'attendais. J'étais souvent surpris par ce qu'il racontait. Et après, souvent, je donne des consignes un peu fermées pour les vidéos. C'est-à-dire, je leur dis racontez-moi en 5 minutes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans un cours pour passer une vidéo, et après, en plus, je les recoupe. Racontez-moi en 5 minutes ce que la maladie a fait à votre vie. Et racontez-moi en 5 minutes qu'est-ce qui a été important dans les interactions avec les soignants. Du coup, quand Emmanuel a raconté dans la formation continue, il m'est revenu une expérience qui était assez intéressante. On m'avait demandé d'écrire un article dans un gros bouquin sur les maladies chroniques, mais grand public, sur qu'est-ce que c'est que vivre avec un diabète de type 2 ou le diabète de type 2, je ne sais plus quel était l'intitulé. Je me suis dit, mais non, mais là, c'est pas à moi de répondre à cette question, je vais interviewer quelques patients. Et je leur avais dit, donnez-moi 3 mots qui caractérisent votre manière de vivre avec cette maladie. Et je m'attendais à ce qu'ils répondent frustration. Pourtant, je travaille depuis longtemps avec mes patients. Ils ne m'ont pas du tout répondu ce que j'attendais. Et c'était super intéressant parce qu'ils disaient regard des autres. Et je m'attendais à ce qu'ils disent culpabilité parce que je ne mange pas ce qu'on me dit, je ne fais pas ce qu'on... Et en fait, pas du tout. Ils ont raconté leur souffrance de ne pas pouvoir faire comme ils voulaient, perte de liberté. Enfin, les 3 thèmes n'étaient pas du tout ceux que j'avais prévus. Et ça m'a permis d'écrire un truc passionnant. J'étais assez... Non, ça t'a fait la même ça m'a chose que moi. changé mon regard. C'était incroyable. Quand tu poses la question, en fait, Oui. tu n'as pas la réponse Non. que tu attendais. Ouais. Bien qu'ayant conscience qu'on a tous des biais sur lesquels il faut travailler, je me dis quand même, je suis un bon gars, j'essaye de faire attention et tout. Et donc, je fais l'épisode sur la grossophobie et j'interviewe une patiente qui arrive. Elle n'était pas encore rentrée dans mon bureau, qu'elle me dit direct, ah bah là, ce bureau, franchement, il n'est pas obese friendly. Alors, je me dis, ça commence mal et tout. En plus, bon, je suis pas dans ma zone de confort parce que moi, je connais pas bien l'obésité, la maladie obésité, je la soigne pas, donc je suis pas confort. Puis en plus, c'était le début du podcast, donc j'étais un peu dans mes petits souliers. Puis après, elle m'a gentiment expliqué, elle m'a dit voilà, dans le bureau, il n'y a que des fauteuils avec des accoudoirs, je peux pas m'asseoir. Bah maintenant, j'ai une petite chaise pliante dans mon bureau pour le cas où.